L'heure viendra, cependant, où dans un monde organisé pour le désespoir, prêcher l'espérance équivaudra tout juste à jeter un charbon en flamme au milieu d'un baril de poudre. Georges Bernanos, en 1940, dans Monsieur Wynne. Alors, est-ce que le prophète Georges Bernanos aura raison? J'espère que non, puisque lui-même disait que la plus belle forme du désespoir, de l'espérance, pardon, était le désespoir surmonté. Et donc, dans un monde qui vient, est-ce que l'on pourra encore prêcher l'espérance? Je l'espère. En tout cas, il y aura une alternative, soit le désespoir où tout le monde aura envie de se suicider, soit l'espérance où tout le monde aura envie de construire l'avenir. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé et porte ce beau projet d'Espérance banlieue. Bonjour Éric Mestralet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je vais vous présenter très rapidement, mais très vite je vais vous questionner. Vous êtes né il y a 53 ans, vous êtes l'aîné de 3 enfants. Votre père était un militaire de carrière et donc vous avez beaucoup voyagé petit. Vous étiez à Angers, même en Allemagne, à Rouen, à Trèbes. Vous avez toujours été inscrit dans des écoles publiques. On verra que c'est un détail important. Vous avez terminé votre scolarité au Prytanée militaire en 1987 et vous êtes devenu ensuite ingénieur des arts et métiers. Vous avez voyagé, vous êtes entré en politique auprès du sénateur centriste Bernard Sellier, puis vous avez rejoint le secteur privé, vous avez élevé 8 enfants, je dis bien 8 enfants. En 2012, vous vient l'idée de créer une école de la République aconfessionnelle qui pourrait réinjecter dans les banlieues, dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, réinjecter dans ces banlieues une sorte de possibilité de sursaut, des cellules actives pour favoriser l'intégration de populations récemment immigrées. Vous êtes depuis à la tête de la Fondation Espérance banlieue. Cette semaine sont rentrés 1200 enfants dans vos 17 écoles. Elles sont réparties sur tout le territoire et nous allons en parler ensemble. Mais avant cela, si vous êtes d'accord, je vais vous poser quelques petites questions un peu rapides, réponses rapides, questions rapides. Quelles seraient, selon vous, Éric Mestralet, les 3 qualités fondamentales d'un bon éducateur? La générosité, l'amour et l'amour. Dans quelle ambiance familiale avez-vous grandi vous-même? Une ambiance familiale très encourageante, qui pousse à se développer, à se déployer. Voilà, donc avec... quelquefois, on a des parents qui peuvent être un peu cassants. Ça n'a pas été pas du tout le cas. Et donc j'ai eu ce plaisir de pouvoir me lancer facilement. Et vous déployer. Voilà, me déployer. Si vous relisez votre parcours, quelle personne a compté de façon fondamentale et assez ciblée Alors, au-delà de mes parents, oui, que je viens de mentionner, j'ai une figure assez exceptionnelle d'un grand-père qui a été un aventurier hors pair, qui a lui-même 8 enfants, qui a traversé le Sahara en sidecar, qui a passé par des voies avec des motos, et alors qu'elles n'avaient pas encore été véhiculées, et ces routes. Donc voilà, quelqu'un qui a fait des choses assez exceptionnelles, ayant peu de moyens, mais poussant. Enfin, pour lui, l'impossible n'existait pas, et donc il a fait vraiment des choses extraordinaires. Pour moi, c'est un vrai phare, et il se trouve qu'il est né en 1904, il est mort en 2004, donc 100 ans. Donc on a eu le temps de l'écouter. Voilà. Il a aussi fait beaucoup de photos. Il a reçu pendant 10 ans le prix de la photo du Figaro. Donc voilà. Donc et tout ça comme un amateur, mais un amateur qui était passionné par ce qu'il faisait. Il s'appelait comment? Georges Mestralet. Georges Mestralet. Qu'est-ce qui vous semble irrespirable dans l'élite française? Ce qui me semble irrespirable dans l'élite française aujourd'hui, c'est une forme d'entre-soi, un manque de liberté que elles-mêmes subissent d'une certaine manière. Donc, il y a un manque de relation avec la diversité, avec l'altérité. Voilà, donc ça me semble extrêmement dangereux que l'élite ne soit pas en mesure de pouvoir appréhender de manière plus complète, plus globale, plus holistique la réalité du monde. Et ça me paraît très, très dangereux. Si vous étiez ministre de l'Éducation nationale et que vous aviez, disons, les coups des franches, quelle serait la première mesure que vous adopteriez, Éric Mestralet? Des questions évidemment extrêmement difficiles. On m'a dit que je pouvais donner un petit peu toutes les réponses que vous voulez. Toutes les réponses possibles et imaginables. Je pense que la première réponse serait de dire il faudrait s'appuyer, il faudrait que le service public de l'éducation puisse s'appuyer sur le connaisseur
du terrain, qui est le maire. Voilà. Et donc, en fait, l'éducation nationale, il faudrait la pivoter complètement à 180 degrés, donner de la responsabilité au maire, qui pourrait dire, au vu de mes administrés, des enfants de mes administrés, j'ai tel besoin, je voudrais qu'ils soient animés de telle et telle manière. Moi-même, je vais, par le sport, par l'associatif, compléter quelque chose. Voilà, c'est ça qui ferait quelque chose de décentralisé. Extraordinaire. Voilà. D'accord. Un avis sur les abayas? C'est un symptôme, c'est pas le sujet. Un avis sur l'uniforme à l'école? C'est très utile, ça sert, c'est utile pour les enfants, c'est utile pour les parents. L'enjeu, c'est qu'eux puissent révéler leur spécificité, leur talent, voilà, au-delà des effets de mode qui peuvent quelquefois masquer cela. Et c'est non éducatif de ce point de vue-là. Donc un uniforme peut être éducatif s'il est mis au milieu d'un ensemble d'autres éléments. Bien évidemment, on ne peut pas réduire l'éducation d'un enfant à le fait de porter un uniforme. Êtes-vous un dévot du bon vieux temps, comme les appelle Bernanos? Il n'existe plus. Le bon vieux temps n'existe plus. Et le bon temps actuel ou le... Celui qui est à venir. Moi, je crois beaucoup à celui qui doit venir. Celui auquel on doit contribuer. Donc, c'est d'ailleurs l'objet de mon engagement. On peut toujours améliorer les choses. Il n'y a pas de situation qui soit inextricable, désespérée, définitivement. Donc, voilà, l'enjeu, c'est se mobiliser pour faire advenir quelque chose de meilleur. Quel défaut chez vous suscite votre vigilance, Éric Mestralet? Le fait de penser que je puisse solutionner le problème ou tous les problèmes, donc de ne jamais m'arrêter. Voilà, donc j'ai appris, l'âge aidant, justement, à apprendre à s'arrêter, voilà, à s'abandonner, à contempler, et la montagne aide beaucoup à cela. Et quelle est la qualité que vous sentez chercher un peu chez toutes les personnes que vous aimez? Est-ce qu'il y a une qualité qui vous attire particulièrement? Alors, il y en a une qui, moi, m'attire beaucoup et qui permet d'avoir des gens extrêmement différents, c'est la liberté. La liberté de penser. C'est le fait que des gens développent une pensée propre, l'argumentent, voilà, et on en rencontre finalement assez peu. Voilà, et donc ça, pour moi, c'est une oxygène exceptionnelle qui m'est donnée lorsque je les rencontre. Des gens qui ont des idées à eux, oui. Une question un peu de fin de vie, quoi. Quel nombre d'écoles vous aimeriez avoir ouvert lorsque votre temps sera passé? Alors, en fait, il y a deux réponses. De toute façon, on ne pourra pas aller au-delà de 200 écoles. x10. Donc x10. En revanche, si le modèle peut inspirer l'éducation nationale, et là, j'ai un certain nombre d'idées assez simples, et là, pour le coup, je serai comblé. Une trace post-mortem que vous aimeriez laisser, Éric Mestralet? Ce sera ma dernière question, sans surprise. A bien été un bon serviteur. Un bon serviteur. Eh bien, nous allons nous asseoir ensemble pour aller un peu plus loin dans cette question. Éric Mestralet, vous êtes le fondateur d'Espérance Banlieue, 17 écoles, 1200 élèves qui ont fait leur rentrée cette semaine dans vos écoles qui sont souvent dans des quartiers très difficiles. Sur quel pari repose cette fondation Espérance Banlieue? Est-ce que c'est le pari qu'on veut toujours le meilleur pour ses enfants? Alors, tous parents veulent le meilleur pour ses enfants, encore faut-il pouvoir le mettre en œuvre ou le réaliser. Et donc l'enjeu était de dire, finalement, l'école, on est obligé d'y passer du temps. Si on recrée une première petite société, un endroit où on va découvrir l'altérité, sortir de soit d'un communautarisme, soit d'un individualisme, il peut y avoir les deux biais. Si on peut avancer ensemble, passer du temps ensemble, vivre ensemble, travailler ensemble, les enfants et les parents d'ailleurs, et leurs parents, c'est une petite société qui se remet en route. Je dis souvent, sans altérité, la vie étant altérité, si jamais on n'a pas la possibilité de s'y habituer, on se recroqueville et c'est défiance, méfiance, violence. On évoquait tout à l'heure dans une discussion certains rapports qui sont difficiles dans le métro. Mais chacun est enfermé, finalement, dans la peur de l'autre. Voilà, il faut rompre ça. On ne peut pas dire qu'on est dans une société développée, on ne peut pas dire qu'on est dans un pays comme la France, qui est le phare des nations, où finalement chacun a peur les uns des autres. Voilà, donc moi je fais ce pari, et j'ai l'espérance que c'est possible de fonctionner, de refonctionner ensemble, et donc rien n'est trop tard, tout est possible. Et on pourra parler peut-être des émeutes, ou de ce qui s'est passé, ou des attentats, pour revenir à quelques années en avant, qui ont suivi la création d'Espérance Banlieue. On n'a jamais réussi on a toujours réussi à recréer du lien,
à faire en sorte que face à des rumeurs, face à des incompréhensions, on puisse toujours discuter. Qu'est-ce que vous avez senti, Éric Mestralet, le 27 juin 2023, à la mort de Nahel? Est-ce que vous avez senti une sorte de tension qui s'est installée dans certaines de vos écoles? Est-ce qu'il y a eu des émeutiers parmi vos élèves? Alors, on a posé la question, on n'a pas eu d'émeutiers, heureusement, heureusement, on n'a pas eu d'émeutiers dans nos élèves, parce que ça veut dire qu'ils seraient rentrés un petit peu à leur corps défendant dans un cycle qui n'est pas positif. C'est ça que je dis. Hein. Je pense que les émeutiers, d'une certaine manière, ont été instrumentalisés par certaines personnes, certains mécanismes. Hein. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement prudent. Mais on a la chance, parce que c'est des petites entités, des petites cellules, le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, une petite cellule organique, voilà, dans lequel on se connaît, on s'entraide, on s'épaule, et donc on discute par rapport à des choses qu'on peut ne pas comprendre, la mort de Nahel par exemple, et voilà, et on essaye de sortir par la non-violence de ces situations difficiles. Voilà, donc toujours discuter, toujours s'exprimer, admettre qu'on peut avoir un avis différent, voilà, mais ne jamais tomber dans ce qu'on a pu connaître par le passé, de la violence, et voir des situations catastrophiques et scandaleuses. Et vous n'avez pas eu, du coup, d'enfants dont les frères étaient des émeutiers, parce que vous parlez de cellules organiques aussi familiales, vous dites qu'on dépose les enfants à l'école, et donc on salue le proviseur à la porte de l'école, on a un contact quand même avec les parents d'élèves de façon très étroite dans vos écoles. Plusieurs fois par semaine. Et donc les grands frères aussi sont présents, ceux qui sont dans le quartier. J'imagine que... Plus ou moins, évidemment, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que nos écoles n'ont pas eu de difficultés pendant la période des émeutes, qu'aucune des écoles n'a jamais été attaquée, donc depuis 10 ans, que la minute de silence qu'on a évoquée lors des attentats se sont toujours bien passées, qu'on a même réussi à emmener des élèves et des familles aux commémorations qui étaient organisées par la commune. Donc voilà, on arrive à refaire société, à remettre en mouvement les gens. Voilà, la vie est un mouvement, et donc à partir du moment où on a réussi à être en mouvement, à ne pas être figé, rigide, craintif, et là je pense qu'on a gagné. Alors ça ne veut pas dire que c'est simple, c'est facile, hein. C'est un engagement de tous les jours, c'est un engagement d'un réseau de professeurs et de directeurs exceptionnels. Et c'est là que vous parlez d'altérité, c'est que en fait vous confrontez des élèves qui sont parfois, qui grandissent complètement dans leur vase clos culturel, et là vous les mettez en contact de façon très étroite avec des professeurs qui sont issus eux-mêmes de tout à fait d'autres milieux, qui viennent parfois de milieux, vous avez même des polytechniciens qui donnent 1 an ou 2. Non, 6 mois pendant la période de formation humaine, mais on a des jeunes HEC qui viennent passer 1, 2, 3 ans, parce qu'ils se disent, j'ai eu la chance de beaucoup recevoir, pourquoi c'est pas communicatif, ou pourquoi tout le monde n'y a pas accès, et l'enjeu de ces écoles, c'est justement de le permettre. Pourquoi on le permet? Parce qu'il y a ces petits effectifs, parce que les professeurs ne sont pas obligés de faire la police, il y a une attention particulière, voilà, et donc on peut véritablement réaliser ce pourquoi les professeurs ont cette vocation, c'est cette transmission, cet éveil des personnalités. Éveil qui ne passe pas uniquement par l'apprentissage de savoir, c'est aussi le développement d'un savoir-être, de compétences psychosociales. Voilà, l'idée c'est comment je suis, comment je me connais, comment je connais l'extérieur, comment je rentre en relation avec l'extérieur. Moi je suis extrêmement touché, marqué par cette peur de l'autre qu'on voit partout. On a des élèves qui pourraient ne pas sortir au-delà de 500 mètres de leur cité. Donc évidemment s'ils vont au-delà, ils ont peur. Et ils deviennent terrifiants agressifs. pour les autres. Ils peuvent être agressifs, parce que c'est un comportement humain. Et ils suscitent la peur. Et ils suscitent la peur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de... c'est vicieux comme voilà, il faut sortir de ce... C'est un mécanisme. Ce mécanisme qui est très humain, qui se comprend complètement. Mais est-ce qu'il a déjà été aussi prégnant, ce mécanisme-là ? Dans la société française actuelle, on a l'impression qu'on parle beaucoup de celui-ci, en montrant à quel point, finalement, ce mécanisme est vraiment à l'œuvre depuis 20 ans, 30 ans, depuis que, finalement, d'une certaine façon, la jeunesse a comme coupé un fil, où il y a une espèce de désespérance ambiante. Alors, je ne pense pas que ce soit limité à la jeunesse, hein, donc c'est pour ça que je ne suis pas si désespéré ça, ou au contraire, je le suis plus, parce que, finalement, ça touche toute la société française. Quand on étudie... le livre de M. Fourquet, par exemple, il parle d'archépilisation. Donc, c'est beaucoup de gens qui vivent entre eux, que ce soit dans les banlieues ouest ou ailleurs. Et donc, en fait, la vie, elle est belle parce qu'on est des êtres de relation. Lorsqu'on se construit, on se nourrit de rencontres, de relations. On ne peut pas exister tout seul, ça n'existe pas, ça. Et donc c'est ça l'enjeu d'une belle vie réussie, c'est d'avoir la possibilité de rencontrer, de donner, de recevoir. Et l'école, c'est un cadre propice pour installer. C'est là où on peut bouturer ça, justement. Ouais.
bouturés, c'est-à-dire que vous voulez dire que c'est des enfants qui seront plus à même d'aller vraiment à la rencontre de l'altérité. On le voit d'ailleurs dans la perspective, dans les trajectoires qu'ont les jeunes quand ils quittent les écoles d'Espérance banlieue. Voilà, il y a des très belles alors, ils sont pas fait polytechnique, hein, c'est pas l'enjeu, mais ils sont bien dans leur tête. Il y en a qui ont créé des entreprises, il y en a qui sont entrepreneurs locaux. Voilà, il y en a qui reviennent dans l'école raconter leur parcours, donner envie aux jeunes de s'accrocher. Donc voilà, c'est une petite société qui s'est mise en route. Et vous arrêtez en troisième votre scolarité, pour quelle raison ? Parce qu'on fait le socle commun, en fait. Il n'y a pas encore toutes les filières possibles. Donc, en fait, c'est du pragmatisme, comme un certain nombre de mécanismes que l'on met en œuvre dans nos écoles. Par exemple, le déjeuner qui est pris en commun. Chacun amène son repas. Donc, il n'y a pas de problématique de menu. En revanche, je découvre l'altérité à travers ce que mange mon voisin, qui peut manger des choses qui seraient, par exemple, interdites par ma religion. Voilà. Mais il ne s'empoisonne pas pour autant, et il est normal pour autant, et on peut jouer au foot après. Voilà. C'est comme ça qu'il doit être la vie, c'est comme ça qu'on doit se lancer dans la vie. Et on doit pouvoir se projeter véritablement, et non pas rentrer dans la vie à reculons, ce qui est le cas de trop souvent pour les jeunes actuellement. J'ai une question qui fâche, Éric Mestralet. Est-ce qu'il vous est arrivé, dans votre parcours, du coup, vous avez été confronté très souvent à des situations singulières, j'imagine. Est-ce qu'il y a des enfants dont vous sentez que leur cœur a été tellement abîmé, ou que leur parcours d'enfance a été si abîmé par la violence, par des parcours meurtris de parents, etc., qu'ils sont vraiment étanches à votre pédagogie ? Alors, il peut y avoir des difficultés, indéniablement. Après, est-ce qu'on a les moyens de mettre en œuvre ce qu'il est possible de faire pour les réouvrir, les réépanouir. Donc on n'est pas maître du temps, donc ça peut prendre des années, voire au-delà des simples écoles, tant qu'ils ont passé au sein de l'école. Donc je dirais pas qu'on est capable de prendre en compte chaque enfant. Il peut y avoir des enfants qui sont trop abîmés, mais rien n'est définitif. Et c'est là où, en discutant avec beaucoup d'éducateurs, on se dit il faut toujours essayer. Voilà. Après, ce n'est pas forcément au sein de l'école que ça peut être fait, où il peut y avoir besoin d'adjoindre d'autres mécanismes, mais en tout cas, tout est toujours possible. Un enfant n'est jamais condamné. Parlons de la problématique de l'islam, puisqu'elle est très présente, j'imagine, dans toutes les banlieues dans lesquelles vous êtes implantés. Est-ce que vous sentez que finalement, les enfants qui sont issus de l'immigration ont finalement un rapport avec la famille extrêmement particulier qui les rend moins disponibles à l'enseignement tel que nous, la République, le propose? Il y a une dimension anthropologique qui est présente, il y a de la transcendance. Et puis la cellule familiale était assez existante, quelquefois peut-être étouffante, hein, mais en tout cas, il se trouve qu'on connaît d'autres jeunes où la cellule familiale n'existe plus, et là, c'est des enfants qui sont généralement beaucoup plus difficiles à aider. Ils sont très seuls, ils se sont construits dans une forme de dureté. C'est pas le cas dans les banlieues. Donc, une petite précision par rapport à une discussion qu'on a eue tout à l'heure. Les enfants, ils sont certes issus de l'immigration, mais c'est pas forcément récente. Ça peut être la 4e génération. Donc voilà. Donc on a, c'est une espèce de millefeuille, on pourrait dire, et de gens d'origines diverses, géographiques, mais temporelles, on pourrait dire. Donc certains ont des grands-pères qui ont eu une médaille lors de la campagne d'Italie, par exemple. Voilà, et donc quand on va le 11 novembre, le 8 mai, ils sont contents de l'arborer et donc de montrer qu'on a une histoire commune qui s'écrivait peut-être un petit peu différemment, mais elle n'est pas si éloignée que ça. Si on a des racines communes, on peut donc contribuer à un avenir en commun. C'est ce à quoi on essaye de travailler dans les écoles d'Espérance banlieue, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie, et on démontre, au bout de 10 ans, et c'est vraiment ça le message qu'on a envie de faire passer, c'est que ça fonctionne. C'est que ça fonctionne et qu'il y a des fruits de cet effort. Mais vous parliez aussi de leur accès au beau. J'imagine que ces jeunes-là, ils sont parfois dans des cités qui n'ont pas été construites non, c'est le moins qu'on puisse dire. Très longtemps. Et donc, vous les emmenez visiter des monuments historiques, entrer dans des églises. Quelles sont les réactions? Est-ce que certaines réactions vous étonnent, vous choquent? En fait, on essaie de les ouvrir sur l'extérieur. Donc c'est la nature. Déjà, la nature, son rythme, on ne voit pas les mêmes choses, les mêmes éléments à l'automne et au printemps. Certains n'avaient pas compris, donc on leur fait découvrir, on exerce leur curiosité, et donc on évite la peur que ça pourrait occasionner. On organisait même quelquefois, alors ce n'est pas toujours le cas, mais on arrive petit à petit à le faire, des camps. Donc pendant 3 jours, ils vont sous la tente. Voilà, pour eux, et les parents vous les confient sans problème?
dans le cadre de l'école, à cause de la confiance. Donc c'est possible. On a même un partenariat avec une organisation qui est à Aubagne, la Légion étrangère. Voilà, et donc ils ont 5 ou 6 rencontres dans l'année et ça se termine par un camp avec encadré par des légionnaires à Puy-Loubier. Donc c'est un moment assez exceptionnel. Et il y a une veillée à la fin et les parents sont présents. Donc, et les légionnaires disent moi, j'ai pas eu souvent la chance que vous avez de pouvoir aller à l'école et profitez-en. Enfin, donc il y a des transferts, des partages assez exceptionnels qui se font et qui montrent qu'on peut toujours s'en sortir. Et vous continuez, donc l'accès au beau, l'accès à la nature, après l'accès au patrimoine. Au patrimoine français. Alors, c'est le patrimoine français, c'est la gastronomie, déjà de découvrir, c'est la géographie. On oublie souvent la géographie, mais la géographie est tellement belle en France, avec tous les terroirs, les territoires que l'on a. Donc le découvrir, d'ailleurs, il y a des équipes interâges qui existent et certaines années, certaines portent le nom de région. Voilà, pour qu'ils découvrent, ou de quartiers de Paris, par exemple. Voilà, montrer les diversités telles qu'elles existent et qui sont finalement ce patrimoine qui leur est remis au titre de la nationalité, de la citoyenneté française qu'ils ont. Et puis, dernier élément, les bâtiments. Il y a d'abord les institutions, on va les emmener au Sénat, à l'Assemblée nationale, et on les emmène aussi voir, puisque vous posez la question, les lieux de culte, les cathédrales, les basiliques. À Mantes-la-Jolie, il y a une basilique, on a une école à Mantes-la-Jolie. Donc, une collégiale, non ? Une collégiale, pardon, oui. Ils vont la voir et une remarque d'un élève, il dit au directeur, est-ce que je peux rentrer ? Est-ce que je ne vais pas m'abîmer en rentrant ? C'était un peu le sens de sa question. Le directeur lui dit, est-ce que je te ferai quelque chose, enfin, est-ce que je vous ferai, parce qu'on les vous voit, quelque chose qui vous abîme ? Donc là, réponse immédiate, non, confiance. Et donc il est venu, il habitait à 250 mètres, il n'était jamais rentré. Donc il se prive d'éléments de compréhension de la culture française qui finalement imprègne tout ce que l'on fait et qui donc le rend étranger. Un autre exemple, l'arbre de Noël, un élément pour moi qui est éminemment culturel, à l'école d'Asnières, ils ont permis aux enfants de mettre un soulier sous le sapin. Et les parents lui ont dit, mais vous nous avez permis de rentrer dans la magie de Noël. Et donc ça veut dire en négatif, un contrario, c'est qu'on ne nous permet pas de rentrer dans la magie. Oui. Et donc, mais les gens ne se parlent plus. Donc on n'a plus vous m'interdisez de profiter de ça. Vous me fermez la porte au nez. C'est ça qu'il nous disait à travers cette remarque. Et donc, c'est quand même pas simple, c'est pas compliqué, c'est simple de pouvoir faire ça. Avec une école de 150 élèves, combien de personnes bénéficient de cette nouvelle dynamique, de cette ouverture vers l'altérité ? Alors merci de poser la question, parce que c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. C'est un calcul arithmétique. Oui, mais c'est en fait, un enfant, il est dans 3 environnements. La famille, l'école, la rue. Il y a des dissonances entre ces 3 environnements. Les familles nous demandent de plus en plus de choses, donc on y répond. Et on essaye de prendre des parts de marché, si vous me permettez l'expression, c'est l'entrepreneur qui parle, sur la rue, à travers l'accomplissement d'un certain nombre d'activités pendant le temps extrascolaire et les vacances. Comme par exemple le patronage ou des choses comme ça, enfin une sorte de patronage. Exactement. Et donc, à ce titre-là, 150 enfants, et ça n'ira pas au-delà, parce que là, on perd sinon la proximité, la connaissance, qui permet à tous les adultes de connaître chaque enfant, on touche 3000 personnes. Donc, une école de 150 permet de mobiliser, de réanimer une petite communauté, une petite société de 3000 personnes qui vont fonctionner, qui va prendre confiance en un avenir possible, et être conscient des richesses dont ils sont les dépositaires, l'héritage qu'ils ont, et on ne sait pas ce que ça sera demain. Mais au moins, ne pas rejeter ce que l'on a reçu et ce que l'on doit peut-être transmettre, peut-être en le modifiant, mais en tout cas, ce que certains se sont battus, pour lesquels les gens se sont battus pour nous le transmettre, et notamment cette fameuse liberté de conscience qui, pour moi, me tient particulièrement à cœur. Voilà. Être libre. Liberté de conscience individuelle, c'est quelque chose qui se muscle dès l'enfance. Exactement. Éric Mestralet, dernière question. Vous diriez que quand même le traitement médiatique qui est réservé à la problématique de l'école, on est en pleine rentrée 2023, à ces grands sujets un peu qui prennent toute la place sur les abayas, les polémiques. Tout de suite, elles sont récupérées sur un plan politicien, mais vous diriez que sur le terrain, elles sont essentielles, ces problématiques. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on a perdu une sorte d'espoir de changer les choses ? Est-ce qu'on est dans le « à quoi bon » finalement, à force de discours médiatiques très négatifs sur l'école ou la façon dont les choses tournent ? Alors, il y a beaucoup de paroles qui sont déployées, on pourrait dire. Pas forcément beaucoup de gens font.
où il y a un certain nombre de gens qui font, mais qui ne sont pas aidés, et le désespoir des professeurs actuels, c'est souvent lié à ça. Donc, voilà, oui, sortons des discours, faisons, rendons aux maires la possibilité d'agir voilà, avec des outils. Ils sont demandeurs, vous croyez, les maires ? Ils sont extrêmement demandeurs. C'est ceux qui ont la plus grande confiance de la part des citoyens. Voilà, donc avec eux, on peut faire des choses fabuleuses. Voilà, comment on développe on permet à un être humain de se développer, alors à la fois l'acquisition de compétences, mais aussi de savoir-être, ouais, de citoyenneté, bien évidemment. Ouais, ben, ça, c'est le maire, il peut être un acteur majeur. Donnons-nous les clés de cela. Voilà. Je pense que c'est le vrai message qu'on peut passer. Et dans ces cas-là... Mais vous n'êtes pas désespéré, j'ai l'impression, sur la situation, alors que ce qu'on lit à longueur d'articles, c'est que c'est désespérant. Alors, la situation, par certains aspects, est très désespérante. Il y a beaucoup d'acteurs qui se désespèrent aussi. Hein, donc c'est ça, c'est désespérant de voir les acteurs se désespérer. Mais en fait, si on change des petites choses... si on se redonne des modalités d'intervention faciles, avec un peu de bon sens, notamment peut-être un établissement de 1500 élèves d'éducation nationale, ben, si on faisait 10 sous-ensembles de 150 et qu'il y avait des activités en commun pour les 150 élèves et leurs familles, eh ben, on n'a pas changé l'éducation nationale, on n'a pas détruit l'éducation nationale, au contraire, on lui permet de se déployer autrement. Et à mon avis, ça, c'est un des beaux enjeux auxquels on est confronté. Et je pense que le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale, va porter cette école du futur que le président de la République appelle de ses voeux. Voilà, parce que quand il parlait à Marseille, souvenez-vous, à l'école du futur, c'est les petits effectifs. Le directeur qui peut être manager de ses professeurs, bah, nous, on en est une des illustrations. Et ça marche. Et ça marche, et ça fait 10 ans que ça fonctionne. Donc venez voir nos écoles. Vous êtes bien évidemment tous invités. C'est vraiment réjouissant, ressourçant. Voilà. Et puis, on peut perdre une forme de désespérance. Voilà. Et finalement, on donnera tort au prophète Bernados. Merci Eric Mestralet. Alors, on va vous souhaiter une très bonne rentrée. Merci beaucoup. À bientôt.